Première fois que j'ai fait avec lui dans la sauce, il dit Ifi, c'est une grosse moula. Ifi, et ça m'avait. Génial ce mec. Il est génial, on l'adore. Salut tout le monde, bravo, vous êtes sur internet et ici c'est le foutu Code Review, le meilleur, on peut le dire, contenu d'analyse de l'actualité du rap francophone, voilà. On le dit, allez. On le dit. Épisode 37 comme Milan Skriniar cette année au Paris Saint-Germain, ou comme Zizou en équipe de France, puisque 7 plus 3, ça fait 10. J'en ai plus rien à faire. Je suis avec ceux qui ont fait une saison niveau Ligue des Champions. On n'a pas vu un plus beau duo portugais depuis l'alliance Deco-Maniche au Porto de 2004, qui a battu... Porto 2004, merci. Ah oui, moi j'étais pour Monaco cette année-là, voilà, je vous le dis. Mais je supportais Monaco. Quelle année bizarre, la Grèce qui gagne l'Euro. C'est vrai, le Porto qui gagne. Très étrange. En plus, la Grèce gagne ça au Portugal. En plus, ça devait être l'année. C'était un deuil national. C'est vrai. J'imagine. Alors bien sûr, je parle d'abord du milieu de terrain polyvalent du FC MPC, Raphaël Catoganda Cruz, et celle qui après YouTube, Twitch, Insta, TikTok parle de rap le dimanche sur France 5, Sandra Viral Gomez. L'équipe est au complet. Comment allez-vous ? Ça va au top. Bon, il y a un nouvel album de Kaitranada qui sort au moment où on enregistre, donc tout va bien pour moi. Il se passe plein de choses. Moi, je reviens d'Espagne, d'où ce bronzage extrêmement hasardeux. Je m'en excuse. Et évidemment, hier, on ne me parle que de ça. Il y a eu la parodie de Miloud Maïzena. Donc, c'est toi du coup dedans ? Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense vraiment pas. Vraiment pas. Ça ressemble pas du tout. Enfin, non. Vraiment. Je suis pas un mec dans le déni d'habitude. Donc, à mon avis, c'est pas pour moi. Commençons directement, parce qu'on a 2 albums. À moins que vous ayez des actus. Non. Tu peux me dire d'aller me faire foutre si tu veux. On a 2 albums à analyser aujourd'hui qui sont sortis le 14 juin. Donc nous on enregistre un peu en avance. L'album de Hustle Enfoiré qu'on va parler juste après. Et puis on va commencer avec le nouveau projet de Caballero, dont on a beaucoup pas. Je sais pas si on a déjà parlé dans le Code Review. Je crois pas. En tout cas, on en avoir déjà parlé ici parce que je l'ai reçu. Tout lui en solo, également avec Gigi pour AF Inzerbe. Il a sorti donc un nouveau projet solo qui s'appelle Dose Héroïque. Donc sans Jean Jass, parce qu'après l'art collectif Caballero et Jean Jass, bien sûr, les Double Hélices, les Zushi Boys également, AF Inzerbe, et puis ils ont aussi ces projets solo. Et donc là, Kaba est seul, ou presque, parce qu'il y a quelques invités. Qu'avons-nous pensé de ce projet ? Et j'ai envie de commencer peut-être avec toi, Sandra, puisque j'ai l'impression que c'est le genre de rappeur que tu aimes bien. Mais bon, en vrai que Graf aussi aime bien, je crois. C'est notre école, j'ai l'impression. C'est vrai. Oui, bien sûr, Caballero, je kiffe. Ce projet-là, je le trouve super intéressant parce que j'ai l'impression qu'il passe un peu un cap dans sa vie. Au-delà de sa carrière, parce qu'il est très productif, on l'a entendu, on l'entend souvent, donc c'est pas un retour non plus, mais c'est peut-être une nouvelle étape dans sa vie. Et d'ailleurs, le nom de l'album Dose Héroïque, ça fait référence à la prise de substances, de champignons, etc. Et donc on m'a expliqué un petit peu que cet album, il avait été conçu, je vais pas dire s'il en a pris ou pas, mais conçu dans cet esprit de se connecter avec, d'atteindre un peu un état de transe pour se connecter à certaines émotions en fait. Un peu comme le Burberry de Yann Kounen avec Vincent Cassel, ça ne rappelle pas ? C'est peut-être ça. C'est un film en fait, les gens pensaient que ça allait être une BD Burberry, puis en fait c'est juste Vincent Cassel qui prend des champignons tout le film. Voilà, donc c'était un peu bizarre, mais voilà, je pense à ça en t'écoutant. Là en l'occurrence, Dose Héroïque, ça fait vraiment... Blueberry, on me dit c'est Blueberry. Non pas Burberry, c'est une marque de très mauvais goût, pardon. C'est donc à ça que ça fait référence, et je le retrouve bien dans ce projet-là parce qu'on a l'impression d'être dans un voyage avec lui où il va beaucoup plus se connecter à des émotions, il va beaucoup plus se livrer par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre, et on sent aussi qu'il y a une espèce de introspection, même peut-être un regard sur sa vie, parce qu'il a une trentaine d'années, que c'est aussi un moment où on essaie de voir ce qu'on a accompli ou pas. Il se remet en question aussi, il a vécu certaines choses dans sa vie sentimentale, il en parle aussi dans ce projet-là. Ouais, dans la vie sentimentale et dans le rap aussi. Tu sens que ça fait 15 ans, donc exactement. Il en parle, il dit on a fait des choses de ouf. Tu sais, tu sens que c'est un moment un peu charnière dans sa vie professionnelle et personnelle. Moment charnière, et puis peut-être qu'il a un peu d'amertume par rapport à un côté très... il en parle à un moment, il fait une vanne dessus en disant j'étais toujours le clown de service. Et ce côté un peu humoristique qu'il y a autour de Gigi et Kaba, mais qu'ils assument, et qui peut-être les meilleurs dans cet exercice, parce qu'ils le font toujours dans le respect du rap en plus, c'est jamais parodique. Mais là pour le coup, on a un Caballero qui est beaucoup plus sérieux,
mais ça reste dans une certaine douceur parce que les prods qui l'accompagnent, je trouve qu'il y a vraiment un travail sur les arrangements avec pas mal de sonorités un peu rétro et un son un peu étouffé qui fait penser justement à une expérience sensorielle qu'on peut vivre. Donc je trouve que c'est un album très cohérent. C'est intéressant de l'entendre sur des thématiques plus personnelles, parce qu'on le découvre un peu plus sur cet aspect-là. Et franchement, je pense que c'est une réussite. Ça marque peut-être juste une pause entre... Je pense qu'ils vont continuer à sortir des choses avec JG Kaba et reprendre la suite, le cours habituel. Mais ça me paraît comme étant une pause dans sa carrière, plus intimiste, et je trouve que c'est très réussi. Ok, très bien. Raphaël, qu'en penses-tu ? Est-ce que Caballero est à son prime ? C'est la question que j'ai envie de te poser. Alors prime, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, je trouve qu'il maîtrise beaucoup mieux son art que sur son premier long format qu'il a sorti il y a 3 ans, qui était Osso. Après, il avait sorti un EP. Et tout à fait, qui s'appelait Aussitôt. Tout à fait. Et je trouvais... D'ailleurs, pardon, excusez-moi, non, j'en prie. Parce que j'ai envie de parler avec vous. Bien sûr. Mais c'est vrai que même Jean Jass qui a fait Doudou en été, ça devait être un EP à la base. Ils avaient vraiment prévu ça. Et puis le projet est devenu un album comme ça, un peu par accident. Et c'est un album, j'ai l'impression, avec lequel les gens ont bien vécu. Doudou en été aussi. C'est intéressant parce que c'est un album qu'il n'a pas forcément imaginé comme l'album définitif de Jean Jass, etc. Il a juste fait des morceaux et c'est devenu un peu le truc. Et je trouve que les gens c'est retiennent. Un peu le Doudou en été de Caballero. Ouais. Je suis d'accord avec ça parce qu'effectivement déjà sur Osso, ce que tu disais sur le fait de se dévoiler un petit peu plus, de montrer peut-être plus de vulnérabilité, de tenter d'autres choses aussi musicalement comparé à ce qu'il faisait en duo avec Jean Jass, tu sentais ces intentions là, mais je trouvais l'album un peu trop bordélique par moment parce que c'était un album long aussi. Il y avait des longueurs, mais il y avait aussi des titres excellents comme Bizarrement justement sur ce côté très peut-être plus vulnérable et sa manière de se raconter, ou alors des trucs comme Goût du beurre, où là pour le coup c'était du flex et de l'ego trip comme il sait très bien faire. Et je trouve que Dose Héroïque est dans cette dynamique, mais d'ouverture musicale et d'ouverture de soi, mais en beaucoup plus concentré. Il y a 12 titres. Et je sais pas s'il avait ça en tête tu parlais de ce truc de Dose Héroïque, mais justement je trouve que c'est un disque qui est mieux dosé aussi. C'est-à-dire qu'au-delà de ce truc de expérience stupéfiante, il y a aussi une question d'équilibre, je trouve. Et il y a un morceau qui sur Osso, pardon, il y a un morceau que j'adore, c'est Moi Maintenant. Ouais. J'adore. Quand il dit de mémoire, quand on me demande ce que je voulais être petit, je répondais je voulais être moi maintenant en fait. Tu vois. Et genre un mec aussi qui avait accompli ses rêves. J'aime beaucoup ce morceau, je voulais juste en placer pour ce track. Ça fait partie des morceaux qui sont très bons sur Osso. Et je trouve que là il y a un morceau qui dit quelque chose sur ce que je décrivais, en tout cas comment je perçois l'album. C'est le morceau Populaire, qui est un des morceaux d'ego trip les plus musclés de l'album, où il change ses cadences sans forcer. Enfin bref, en termes de cadence, de rimes, on pourrait égrener pendant 10 minutes les rimes qui tuent sur cet album là. Mais je trouve qu'il y a un truc, il dit à un moment dans ce morceau-là, il s'est repris en main physiquement. C'est-à-dire qu'il dit nouveau Kaba, mon corps est grave fit. Je sais plus avec quoi il fait rime avant, mais ça doit être une rime encore exceptionnelle. Je me suis débarrassé de mon affreux ventre, un truc comme ça. Je sais plus comment il le dit ça. Et sur le morceau 50 Cent avec Dinos aussi, qui est un très bon featuring entre les deux, il parle aussi de ça. Et justement, je le trouve plus focus, plus déterminé, justement, comme les personnes, tu sais, qui à un moment donné, tu parlais de plus sharp. Exactement, c'est exactement le mot. Il est plus aiguisé, quoi. C'est vraiment ça. Et tu le sens dans sa manière de rapper, dans sa manière de penser le disque. J'ai toujours eu l'impression que lui et Kaba, même si évidemment c'est à mon avis c'est des boss et Gigi pardon, tu sens qu'évidemment c'est des bosseurs, ils sont pas là pour rien, mais tu sais il y a toujours un peu le côté bulleur facile chez eux, en tout cas dans l'attitude. Et je trouve qu'il y a un peu moins ça dans cet album là. Je trouve qu'il y a un mec qui a peut-être pris conscience de, si je veux amener ma musique plus loin, faut peut-être que je sois justement plus affûté, plus aiguisé, que je pousse un peu plus ma réflexion. Et je trouve qu'il y a vraiment ça qui se dégage, c'est-à-dire que même les morceaux, aussi bien sur des ego trips, je pense notamment à Héroïque, qui est justement ce morceau complètement stupéfiant. Le pic, tu vois, voilà, c'est vraiment le pic de ce trip là. Ou alors des morceaux où il va se livrer, tout un morceau où il parle d'une relation avec une ex notamment, qui est très touchant. Je trouve qu'en fait il choisit mieux ses angles d'attaque des morceaux, etc. Peut-être parce qu'en ayant 12 morceaux aussi, c'est peut-être plus facile de se concentrer comme ça. Mais c'est vrai que ça, je trouve qu'il tient mieux les thèmes sur un morceau. C'est vrai que parfois, Kaba, il y avait un thème, puis très vite, il y avait des rimes, l'envie de rime, l'envie d'ego trip qui pouvait venir, entre guillemets, parasiter, parce que c'était pas forcément désagréable, mais des morceaux qui étaient censés être plus thématiques. Là, il s'y tient vraiment bien. Exactement. Et mes morceaux préférés, c'est des morceaux comme Rose Orangée, qui conclut l'album, et le premier aussi qui s'appelle VG et DV pour Van Gogh et Da Vinci, où il va mélanger introspection et ego trip de manière très naturelle en fait. Et je trouve que ces morceaux-là, ils sont vraiment super. Et du coup, quand il va pas jusqu'au bout de ce côté jusqu'au boutiste, justement, je parlais d'Héroïque par exemple, il termine son truc en faisant une rime avec Rio, et le morceau se termine sur un truc de bossa nova, tu sais pas pourquoi, et c'est drôle parce que ça fonctionne très bien. Il y a un morceau par exemple qui s'appelle Le genre de truc qui reste à Vegas, où il parle de séduction, de sexe, etc.
Et je trouve que c'est encore trop timide. Alors que sur les autres trucs, justement, où il va être soit introspectif, soit très ego trip, il y va à fond. Et tu vois, c'est un petit bémol comme ça sur l'album où je trouve que s'il allait à fond aussi sur ce truc-là. Tu voulais du cul en fait, c'est ça que je suis en train de c'est ça. dire. Je veux que Caballero devienne, je sais pas, un Alpha, tu vois, ou ce genre de choses, tu vois. Et je suis sûr qu'il le ferait très bien. Tu vois, par exemple, un morceau comme ça, je trouve qu'il est encore un peu trop timide, alors que sur les autres morceaux, il y va vraiment à fond. Et en plus, je trouve que du coup, ça pousse ses invités aussi à être très bons. Je parlais du featuring avec Dinos que je trouve très bien, celui avec Les Ram aussi. Donc ouais, je suis globalement quand même très d'accord. Je trouve que c'est un très bon disque de rap. Bah ouais, moi je suis d'accord avec vous. Quand je posais la question pour la blague, est-ce que c'est son prime, mais c'est qu'en fait. Souvent, les primes des rappeurs, généralement, on a l'habitude de dire que c'est un peu au début de leur carrière, etc. Ou en tout cas au bout de 3-4 ans, quoi. Mais là, moi, j'ai l'impression que c'est... Alors, effectivement, je parle toujours un peu sous le ton de l'euphorie. Je veux dire, on n'a pas digéré ces projets-là. D'ailleurs, quand on parlait de digérer les projets, on se disait en antenne, par exemple, que moi, je disais que le dernier album d'SCH, plus ça va et plus je le préfère. Quand on avait fait le code review, je le trouvais très bien, mais j'avais l'impression que c'était peut-être le moins bon des Julius. Et là, je suis clairement en train de revoir ma copie. Donc, il faut laisser du temps aussi au projet. Et ce qu'on dit là, même si je pense que notre appréciation générale va pas bouger, mais elle peut évoluer en tout cas. Mais là, comme ça, c'est jamais gravé dans le marbre parce qu'on les a exactement, ici, exactement. Mais là, comme ça, j'ai effectivement l'impression que c'est le meilleur Caballero que j'ai entendu, en tout cas le plus complet, dans le sens où si tu veux de la rime, t'en retrouves. Si tu veux des refs un peu pointus, t'en retrouves quand il dit je vois trop de Niro avec Jodie Foster. Il fait une ref à Taxi Driver et à la relation un peu ambiguë qu'il peut y avoir entre un adulte et une jeune prostituée mineure. Enfin voilà, mais il le dit pas, il le dit en faisant une paraphrase. Exactement, une paraphrase, en contournant un peu tout ça. Donc on retrouve tout cet aspect-là qu'on peut aimer chez un rappeur comme Caballero. On retrouve aussi, je le trouve en même temps beaucoup plus détendu avec cette envie de technique, de prouver. Parce que moi, je pense qu'il a plus vraiment à prouver. Et donc il est au niveau de sa carrière où il peut aller sur d'autres thèmes, comme vous l'avez dit, de manière plus détendue. Je trouve, il y a des moments, je sais pas s'il faut citer Larry June à chaque fois qu'on parle de rappeur un peu plus laid back, et sa musique elle ressemble pas vraiment à Larry June, mais je le trouve, j'ai l'impression qu'il a aussi écouté des choses comme ça, des choses plus détendues, plus chill, et qu'il arrive à intégrer en fait tout ça à la fois une exigence de technique et voilà, et de rap un peu plus dur, tout en se laissant aussi de l'espace et des moments plus chill, qu'il a toujours fait, c'est pas nouveau, mais je trouve qu'il maîtrise vraiment tout à la perfection, et j'aime beaucoup le fait que ce soit un album court. J'aime beaucoup. J'aime bien aussi le fait qu'on l'entende rapper. Alors là, peut-être que je m'emballe, mais moi, le feat avec Dinos, je trouve ça mortel. Quand j'avais entendu l'année dernière le feat J-Evolution Prince Wally, je m'étais emballé en mode c'est le feat de l'année. Et je maintiens cette position sur 2023. Là, j'en sais rien, mais en tout cas, je vois vraiment deux rappeurs qui sont dans une vraie belle confrontation, qui ont envie de rapper ensemble. Kaba, il fait du Kaba, Dinos, il fait du Dinos. Ça a fait des refs à 50, évidemment. Voilà. Et il y a souvent des trucs sur le rap carry. Il y a aussi un moment du Ludacris qui est repris sur un morceau. Exactement. Get Out the Way, exactement. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ce morceau. J'aime remplacer une aussi pour Edge, qui en fait, Edge, qui est un très bon rappeur, mais quand il est utilisé un peu en chanteur, Jazzy Bass l'avait fait et c'était pas Edge, c'était Ned Dogg en fait. Là c'est D'Angelo, je sais pas, c'est une sorte de crooner R&B, et c'est génial. Et c'est vraiment un artiste qui est super polyvalent, quoi, qui sait faire des rimes et qui sait faire ça, mais très bien, quoi. C'est pas juste une posture. Et voilà, donc je trouve vraiment, et évidemment tu parlais de Les Ram, mais Les Ram c'est costaud, c'est solide, il y a rien à dire, et c'est une très bonne collaboration entre les deux. Mais voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce projet parce que j'ai le sentiment aussi, et c'est toujours cool de voir un rappeur qui effectivement est pas au début de sa carrière. La trentaine, c'est un moment pas compliqué, mais en tout cas un charnière pour tout le monde. Tu sais, quand tu es dans une carrière, tu te poses des questions, tu es en train de prendre de l'âge, etc. C'est quoi la suite? Et c'est cool de voir quelqu'un qui justement est en train peut-être d'atteindre son meilleur niveau de rap à un âge qui est souvent vu comme un âge critique pour les rappeurs. C'est clair. Et en plus, souvent, ça coïncide, le prime des rappeurs, ça coïncide avec des moments où ils sont dans des états, dans des styles de vie catastrophiques. C'est vrai. Et là, ça va. Là, c'est pas le cas. On n'a pas l'impression que ce soit le cas. Non, au contraire, il en parle, il s'est repris en main. Même, il parle beaucoup de son addiction à la drogue passée, justement, et qu'aujourd'hui, il a arrêté certaines choses pour en choisir d'autres, mais mieux dosées, justement. Et pour le coup, ça m'a fait penser aussi à Jean Jass, que je trouve... En fait, ça vieillit bien, dans le bon sens, autant les humains que le rap, et c'est assez rare pour être modifié. C'est clair. Un bémol, la cover. Moi, je suis pas fan de cette cover. Tiens, le point cover. C'est trop bien. Ça date, c'est vrai. Je m'attendais pas à ça. Ouais, je suis pas fan, moi. Le côté un peu
IA dissimulé, je sais pas trop, tu vois. Ça manque un le peu voir en chevalier, je vois, c'est cohérent avec Caballero aussi. Caballero, deux héroïques, mais j'aurais y met un truc plus chevaleresque du coup. Je sais pas. D'aller jusqu'au bout de l'idée, quoi. Ouais, va jusqu'au bout, je sais pas. Moi, au contraire, je voyais un truc super sobre. Parce que justement, c'est hyper intimiste et tout. Ouais. Bon, là, on n'est pas. Là, on chipote, on parle de la cover. Il faut bien dire un bémol. Voilà, il faut bien faire un petit reproche à Caballero. Ouais. Mais non, voilà, en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ce projet. On va voir comment on vit avec. Et c'est vrai que d'où on était, par exemple, pour faire la comparaison avec, je pense, peut-être le meilleur album de Jean Jass, en tout cas celui qui a l'air d'avoir plus marqué les gens, c'est aussi un album qui a pris de la valeur avec le temps. Les gens sont retournés dessus. On va voir comment ça se passe avec ce projet de Kaba, parce que c'est un peu normal de les comparer, en tout cas de les mettre en relief. Allez streamer en tout cas le projet de Caballero qui est disponible et qui est son combienième projet solo, je ne sais pas, je n'ai pas assez travaillé. Regardez. Passons à l'autre album sorti le 14 juin, enfin un des autres albums sortis le 14 juin, un artiste dont on n'a jamais parlé ici, c'est Huss l'Enfoiré, donc il sort l'album qui s'appelle La vie de Ronnie évidemment pour Ronaldinho, et Ronaldinho qui est sur la cover. Ouais. Ça déjà c'est un flex. Ouais, c'est un flex. Ça c'est un sacré flex, parce que la vie de Ronnie c'est une expression qui est usitée couramment. Qu'il utilisait d'ailleurs dans un morceau sur Chef d'orchestre. À un moment, il avait une rime. Oui, mais c'est même devenu quand tu postes une photo où t'es en vacances dans une belle piscine, dans un jacuzzi, la vie de Ronnie. Ronaldinho incarne ça. C'est un kiffeur. C'est un grand footballeur, évidemment, une légende. Mais c'est un peu ce côté-là, pour ceux qui ont moins suivi le foot dans ces années-là, beaucoup de gens ont l'impression qu'il a peut-être pas été jusqu'où il aurait pu aller, alors qu'en fait il a tout gagné, littéralement. Il y avait tellement en fait d'espoir sur lui, d'enthousiasme dès qu'il arrivait. Il aurait dû avoir 4 ballons d'or, 3 Ligues des Champions, 3 Coupes du Monde. Projection des grands. Ça va très bien, Huss l'Enfoiré. Eh ben, on va en parler, mais effectivement, peut-être qu'il y a du coup un rapprochement plus poussé que ça qu'on peut avoir entre les deux. Mais c'est vrai que Ronaldinho, il y a ce côté-là. Bon, à un moment, t'as l'impression qu'il a voulu kiffer et arrêter de se faire trop mal à l'entraînement, même s'il continuait de régaler, même au Milan AC, il y a des moments. Bref, voilà. Mais nouvel album, donc 3e album de Huss après 2019, qui s'est directement, il s'est placé dans les plus gros hitmakers français avec En Esprit. Et c'est vrai, presque un peu, je sais pas, mais par accident, parce que quand on le découvre sur Rentre dans le cercle, d'ailleurs, nous étions sur le tournage, toi et moi à l'époque, on le connaissait pas. Et on voit ce gars-là avec sa gestuelle, son flow, son rap un peu au kilomètre. On se dit, qui est ce mec ? Et je pense que le rap français, à ce moment-là, se dit, qui est ce mec ? Et puis après, les BX Land, etc. C'est comme ça qu'on le découvre. C'est avec du rap, justement, au kilomètre. Et puis, il y a ces morceaux qui deviennent des hits, qui le placent ailleurs. Et donc, depuis, c'est vrai que chaque année, il a globalement un gros morceau en feat. Ne revient pas, Moulaga. L'année dernière, Sayan avec Gazo. Et aussi, d'ailleurs, sûrement peut-être aussi un peu porté par ce remix IA. Avec la voix d'Angèle qui avait aussi beaucoup, mais bon, ça fait partie du jeu. Et donc, il revient avec ce nouvel album-là. Qu'en avez-vous pensé ? Raph, toi qui es fan du Wu-Tang, j'ai envie de te comparer de cet album-là qui est à l'opposé, on peut le dire. Absolument, totalement. Mais ouais, effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais sur quand on le découvre en 2017 sur le tournage de Rentre dans le cercle, j'ai été très enthousiasmé très vite moi par lui. Et c'est vrai que je lance toujours ces albums avec curiosité, même si en fait depuis l'album En Esprit, je suis toujours un peu déçu au final. Okay. Et je trouve que cet album, il est fidèle à la discographie de eux, c'est que je le trouve un peu inégal. Entre ces morceaux où il fait défiler des images absurdes ou surréalistes à la manière d'un personnage d'un film de Guy Ritchie, et je trouve que ça, pour le coup, ça lui va toujours très bien. Tu fais une rêve sur le cinéma, c'est mon job normalement ça. Je te pique ton job. Est-ce que l'Enfoiré c'est le Guy Ritchie français ? Allez, dis-le face caméra. T'as envie de le faire. Peut-être dans la prochaine saison de, comment s'appelle le film là, The Gentleman, tu vois. Je vois bien dans The Gentleman jouer un personnage, je sais pas, français. Incroyable ça. Tu vois, c'est une superbe idée ça. Voilà. Et je trouve que pour le coup, ça lui va toujours très bien, et ces morceaux-là, je prends toujours vraiment un plaisir à les écouter. Et je pense à des morceaux sur cet album comme Kim Il-sung, La vie de Ronnie, donc voilà, La raclure aussi. Et ça, c'est cool aussi, c'est qu'il a de la suite dans les idées, parce qu'il y a eu l'enfoiré, il y a eu l'enflure, la raclure. Au bout d'un moment, il faut trouver le scélérat, c'est déjà pris. Le connard. C'est ça, il faut aller sur des gros mots. Dernier album, des gros mots. C'est la fin. Et je trouve qu'en fait, il tient toujours très bien ces trucs-là. Et en plus, voilà, sa manière de croquer aussi des personnages, parce qu'on est presque sur du storytelling, sur la raclure. Donc ces morceaux, je les trouve bien, mais c'est 3 ou 4 morceaux sur l'album, et après tout le reste c'est des morceaux de club pour faire beaucoup de recherche de morceaux de club, de hits, c'est clair. Et je trouve toujours ça très consommable, c'est-à-dire que une fois que ça fait un tube, Sayan s'en a été un dernier. Mais est-ce que à titre personnel, outre le fait que, enfin, est-ce que tu peux être touché par ces morceaux-là ou juste c'est pas dans ton, parce que pour moi Sayan, moi je l'aime vraiment
premier degré. Non, La non. mélanine, je le trouve trop efficace. C'est pas le cas avec tous les morceaux club de pour le coup, Huss, hein. Il y en a que j'aime pas. Mais là, ceux-là, par exemple, je trouve Cyan vraiment, la première fois que je l'écoute, je me suis dit, oui, évidemment, Zekpi a encore fait un tube de l'été. Mais il a la formule, tu vois, voilà. ça c'est clairement. Et même, tu vois, un morceau, par exemple, comme tu le citais là, le morceau Mélanine avec Renoir, je trouve que Zekpi fait passer au shaker tellement de micro-influences différentes sur le morceau que je comprends, tu vois, la gamberge et j'en comprends la science derrière. Mais en fait, moi, je réécouterai jamais ces trucs-là. Non, je suis pas en train de dire que j'écoute ça, mais par contre, parce que c'est pas forcément ce qui va l'esthétique laquelle je vais aller le plus rapidement, mais je trouve ça vraiment bien. Genre, si je faisais encore des Mouse Party et non pas des Miloud Party, je le jouerais facile, tu vois. Voilà, c'est juste. Alors, ce qui n'est pas le cas de tous les hits français. Hein. Et ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de tous les morceaux, justement, à viser un peu club sur les albums de parce qu'il y avait sur Chef d'Orchestre qui est un album plus long, et je trouve d'ailleurs c'est un bémol que n'a pas cet album qui est plus court. Très court. Comme Kaba d'ailleurs. Exactement. Un album court. Plus ramassé. Et voilà, il y avait plein de morceaux où je me disais non, en fait, là, c'est trop pour moi, en fait. Je peux pas écouter des trucs comme ça, ça me déplaît complètement. Alors que là, effectivement, même un morceau comme Mitterrand qui est encore ce truc à façon Guy Ritchie, comme je le disais, où ça va à 1000 à l'heure, t'as l'impression d'écouter un personnage qui te raconte des histoires. Il a toujours ce truc rocambolesque, ubuesque, tu vois, des situations complètement absurdes, et ça marche très bien. Et Mitterrand, c'est peut-être le morceau un peu d'équilibre, je trouve, justement, sur ces deux tendances chez lui, et c'est pour ça que c'est un des morceaux que je trouve vraiment bien fait sur l'album. Mais après aussi, sur ce truc d'être ces morceaux rap que j'aime bien chez lui, je trouve qu'il y a peut-être moins entre guillemets de prise de risque que sur justement Chef d'Orchestre, parce que sur Chef d'Orchestre, mine de rien, un morceau comme Jet 27, il essayait un truc dans son flow, c'était plus accidenté. Sur 45037, il y avait des drums un peu live, enfin tu vois, il y avait des espèces de micro-recherches de nuances dans ce style-là. Je trouve ces morceaux peut-être rap, qu'encore une fois que j'aime bien, parce que ce style-là, je l'aime bien chez lui, mais peut-être un peu convenu. Donc pour ça que je trouve que c'est un album qui est un peu inégal, parce qu'en plus, à côté de ça, il y a des morceaux comme Yes Weekend, où c'est un peu le morceau un peu obligé, tu vois, façon Nigeria, etc., qui a beaucoup dans des albums de rap français ces derniers temps. Le morceau Kouliakan avec Maes, c'est une formule Maes presque toute faite, quoi. Medellin, j'ai l'impression d'entendre une top line de 2017-2018, donc je passe à des moments de rap où je me dis putain c'est cool, j'aime bien quand il rappe comme ça, parce que c'est vraiment son style et ça lui va bien, et à d'autres moments où je me dis en fait je m'ennuie en écoutant ça, quoi. Hier dans l'avion, je regardais une vidéo en retard du Rap en mieux, où il faisait son top album, son flop album pardon, 2023. Il a mis cet album, le deuxième album de 2023 dans son flop, Et je trouvais ça un peu dur, parce que, mais big up à lui d'ailleurs, j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais j'avais trouvé ça un peu dur, parce qu'effectivement moi c'est un album que j'aime bien, et c'est une transition vers parce que je sais aussi que tu défends cet album-là, et que c'est un rappeur que tu suis depuis le début, que voilà. Et c'est vrai que j'ai trouvé, je respecte évidemment son avis, mais j'avais trouvé ça un peu dur. Après, je peux comprendre la déception, surtout après autant d'attentes. C'est ça, et moi c'est pareil en fait, à chaque fois que j'en ai un truc, je me dis, j'en attends pas vraiment grand chose, mais je me dis, vu vu le potentiel du rappeur. Bon. C'est vrai que oui, il y a un vrai potentiel de fou. Donc qu'as-tu pensé de ce troisième album, Sandra ? Eh ben oui, moi contrairement à beaucoup, aujourd'hui, moi j'ai encore des attentes d'un nouvel album de Huss l'Enfoiré, et pour le coup, Chef d'orchestre, je te rejoins. Il était mieux que celui-là, voilà, si je dois le placer. Je pense que le meilleur c'est le premier. Oui, voilà. C'est un peu 1, 2, 3 pour l'instant, chronologique, c'est un malheureusement. petit peu ça, mais malgré tout, j'arrive à trouver des choses que j'aime beaucoup. Il y avait des bons morceaux dans Chef d'Orchestre. Bien sûr. Et je trouve qu'il y a des morceaux sur lesquels on s'arrête pas assez, en fait. Mais je vais y revenir. Je suis assez impressionnée par Huss l'Enfoiré quand il se met à rapper, en fait, parce que je trouve qu'il a un côté assez prodigieux dans sa simplicité, parfois, mais quand il veut, en fait. C'est ce que tu disais par rapport à Ronaldinho. J'ai compris. Quand tu joues contre Marseille, là, il te fait le match de la saison, puis contre Lorient, il est moins motivé, quoi. C'est ça. En fait, si jamais il se donnait les moyens, il y a toujours des coups d'éclat dans chaque album, dans chaque projet. Je trouve qu'il a vraiment quelque chose de particulier. Déjà, que vous me disiez que la première fois que vous l'avez vu, vous êtes dit, c'est qui ce mec ? Ce truc-là, je trouve qu'il l'a gardé, en fait. Il est toujours différenciable par rapport aux autres. Il a toujours ce phrasé très particulier, son flow qui traîne comme ça, et même une espèce de côté de titi parisien dans sa manière de prononcer. Et puis sa construction de rime aussi. Il peut faire un couplet entier avec la même rime. Et c'est ultra simple, mais c'est super imagé, c'est drôle, c'est des références de culture populaire
comme je sais pas qui disait ça, mais c'était absurde complètement, bien sûr. Dès le premier morceau, il y a une ref comme Marion, Monique et Michel. C'est une ref ultra glauque par rapport à Michel Fourniret. Il faut aller la chercher. Ramène-moi le blond de Fréquence Star. Oui, le renvoyer, ça j'adore. Il finit le morceau là-dessus en plus. C'est fantastique. Il est toujours un peu dans des endroits où on l'attend pas. Et moi, je trouve très très fort dans son écriture, dans ses placements. Et à côté de ça, même ces morceaux tubesques, je trouve qu'il les fait bien. Et parmi ceux qui font ça aujourd'hui dans le rap français, je trouve que c'est un des meilleurs. Je les écoute premier degré, j'ai plus accroché par rapport à la prod. Des fois, il y en a qui sont un peu durs, mais il y a toujours quelque chose. La house de Sayan, par exemple, non, mais Sayan, j'adore. C'est trop bien. Il y en a aussi là. Si, désolé. Tu ne feras pas à ne pas aimer ce morceau. Sayan, tout l'été, on a dansé dessus tout l'été. Même là, du coup, Mitterrand, je trouve que ça marche trop bien. La vie de Ronnie aussi, un morceau avec une batterie de Détroit, un truc. Exactement. C'est trop cool ça. Et pour le coup, je trouve que c'était un peu un mec qui faisait du shit talk avant que ça devienne à la mode. Exactement. Tu vois, c'est vrai. Sauf que je sais pas si ça fait partie de ses influences, peut-être ou peut-être pas. Mais je trouve qu'en fait, il le faisait déjà un petit peu avant, justement, sur cette manière de rapper plein de trucs complètement absurdes, quoi. Et je trouve que c'est là où il est génial et je trouve qu'il a un regard presque, un peu naïf sur le rap game. Et on parlait de ça quand on parlait de Lacrim la dernière fois en disant il a pas envie d'être rappeur du rap game. Il vient, il fait son truc. Et je le ressens un peu comme ça. Huss, je sens que il vient. Aujourd'hui, ça se voit parce que l'album, il est, comme tu dis, inégal. Il y a vraiment tu sens qu'il y a les formalités pour ramener l'argent et des fois il prend un peu de plaisir. Donnez-moi de la moulaga, il avait annoncé le départ. Donnez-moi de la moulaga. Mais j'aimerais qui se force un peu parfois à sortir ces morceaux comme La Raclure, parce que justement, moi, ces portraits de gens du quotidien, de gens que tu peux croiser dans la rue, qui sont un peu des gueules cassées, qui ont un peu des parcours de vie accidentés, moi, j'ai besoin d'entendre ça aussi, je trouve qu'il le fait super bien. Il y a un morceau hors album qu'il a sorti entre le premier et le deuxième qui s'appelait L'Ancien. Ah oui, je sais pas si vous voyez ce morceau-là, qui était super aussi, et il le fait très bien, ce genre de truc. Il arrive à être touchant dans ce truc-là, dans toute cette bêtise qu'il peut avoir dans son écriture. Il y a des moments de sincérité qui sont hyper touchants. Voilà, c'est inégal, mais je vais quand même écouter parce que je le trouve super. T'as de l'affection pour ce rappeur. J'ai de l'affection et même dans ces conneries, je le trouve bon. La Marseillaise, Fit Nino, j'écoute premier degré. Ce morceau, je ne comprends pas. Pourquoi il n'a pas plus marché. Mais c'est génial. Et l'autre morceau, c'est nous, les Cités de France. Les Cités de France. Oh là là, mon Dieu. Est un rendez-vous manqué avec la France. Je n'ai pas peur de le dire. Les Jeux Olympiques, il faut commencer à s'y mettre. Anecdote, je me souviens, moi, la première interview du Code ici avec Nino. Donc 2020, plein Covid, etc. Enfin, on sort du Covid. Il me fait écouter, après on est ensemble en là-haut, et il me fait écouter ce morceau-là, les Cités de France. La Marseillaise, ça fait déjà leaké, je crois, déjà sur Twitter, etc. Et je me dis, mais les Cités de France, mais c'est trop bien, prod un peu tout step, etc. Et pour moi, c'était vraiment, c'est pour ça que vraiment il faut pas m'écouter si voilà. T'es pas un prescripteur là-dessus. Pas sur du hit en tout cas, c'est sûr. Des gens qui me disent oui, mais dis un jour il faudrait que tu aies un label, etc. Clairement non. Mais je pensais vraiment que ce morceau allait être beaucoup plus big et j'adore ce morceau. C'est trop bien. Mais c'est un peu aussi, je pense que en fait vous avez un peu résumé à la fois les qualités et peut-être le problème de l'artiste aujourd'hui, c'est que il a un vrai, quand tu dis rappeur génial, c'est vrai en fait. C'est-à-dire qu'il a vraiment un potentiel, il peut faire un album de rap génial. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, depuis 2019, il est dans une autre case, avec aussi, tu l'as dit, une autre économie. C'est-à-dire l'économie des showcases, avec des où tu prends beaucoup d'argent. On l'a vu au centre commercial faire un showcase. Exactement. Et il a dit, je prends avec tant de milliers d'euros. Tout à fait. Je vais pas dire non. Et comment le blâmer quand en 2019, il était encore dans une galère de l'espace et que du jour au lendemain, il commence à pouvoir... C'est la vie, en fait, d'un homme, quoi. Mais c'est un peu le problème quand on veut analyser un album, c'est que tu sens qu'il y a beaucoup de morceaux qui sont faits pour ça, qui sont faits pour justement remplir ce rôle-là de hitmaker dont on parlait, parce que avec ça vient aussi toute une économie et qu'on t'appelle pour faire des morceaux en showcase, etc. Et que son économie, elle se base aussi là-dessus, plus que sur des festivals. J'ai pas l'impression qu'on le voit beaucoup en festival, si je dis pas de bêtises, plus que sur des gros concerts, même s'il pourrait en faire. Mais en tout cas, donc t'es un peu prisonnier de cette manière de faire, donc de trouver ces tubes-là. Et quand il envoie en single ou en extrait des morceaux 100% rap, tu vois que ça marche beaucoup moins. Et nous, on s'en fout. C'est pas... Mais l'artiste, lui, en tout cas, son équipe, je pense qu'ils s'en foutent un peu parce qu'ils se disent, quel signaux on doit envoyer, puisqu'en fait, celui-ci marche moins et celui-ci cartonne. Donc, c'est un peu
l'espèce, je pense, le dilemme exactement artistique dans lequel et l'Enfoiré aujourd'hui, et ce qui nous donne effectivement ces albums qui sont un peu inégaux. Et donc je suis d'accord avec vous, même si je peux y trouver mon compte, et moi effectivement comme vous j'adore le morceau Mitterrand, mais je pense qu'il est un peu prisonnier de ce succès en fait, quelque part. Ouais. Voilà. Ouais, surtout pour quelqu'un en plus qui cite dans tous ses albums à chaque fois des rappeurs des années 90, 2000. Oui, complètement. Mais complètement. C'est vrai que la première interview que j'ai faite avec lui dans la sauce, il dit Ifi, c'est une grosse moula. Ifi, et ça m'avait. Génial ce mec. Il est génial, on l'adore. En tout cas, l'album est disponible. La vie de Ronnie, allez l'écouter. Il est disponible depuis vendredi. On va passer, puisqu'on a un petit peu de temps, au coup de cœur, si vous le voulez bien. Oui. Est-ce qu'on commence avec toi, Sandra ? Allons-y. En plus, toi, tu as parlé de quelque chose qui est sorti aujourd'hui, au moment où on parle. Au moment où on parle, ça veut dire que je n'ai aucun recul, donc je vais en parler avec énormément j'ai bien vu. Alors là, au moment où on parle sur Twitter, elle dit que ça arrive tous les 5 ou 10 ans, elle l'a comparé à Thriller, enfin bon, c'est... Allez-y, si vous voulez me clasher, c'est aujourd'hui, parce que là, vraiment, j'ai aucun recul. Je l'ai écouté là, ce matin, et je n'ai fait que écouter que ça, en fait. J'ai 3-4 écoutes à mon actif, pas assez de recul pour l'analyser, pour bien en capter toutes les nuances, mais néanmoins, je peux dire, j'ai même pas dit que c'était TH. Non, on n'a même pas dit. C'est vrai. L'intro de fou. TH Hit Rap. Donc c'est un EP, son premier album, je sais pas. En tout cas, c'est son plus gros projet à date. C'était déjà un phénomène dans notre microcosme. Oui, on a déjà parlé ici d'ailleurs. On a déjà parlé de lui et bien sûr que il était sous l'œil des radars, mais là, je pense qu'il a confirmé à la fois les attentes qu'il peut y avoir, mais il a aussi étendu pour moi ce qu'on peut attendre de lui, parce qu'il dévoile plein de choses super intéressantes, à la fois des moments trap qui nous rappellent les années bénies entre 2015-2018, les premiers projets de 13 blocs notamment. Ouais. J'ai eu la sensation en écoutant ce projet que j'étais en train d'écouter un truc important, et c'est ça que je dis quand je pense que ça arrive pas tous les ans non plus, tous les 3 mois. J'ai l'impression que c'est un projet qui, en tout cas moi, qui va me marquer. Donc il y a ce côté trap très fort avec des prods planante, vraiment il a été très très bien entouré sur les prods. J'ai pas encore tous les crédits, mais je sais qu'il est déjà très très bien entouré là-dessus, notamment avec JJ en partie. Ouais. Et des moments d'émotion où je m'attendais pas en fait à le trouver là. C'est très bien écrit, avec toujours son écriture super surprenante, on sait pas où il va tomber, hyper simple encore une fois. Mais ça m'a touché à des moments. Ils ont un peu ça en commun avec Stavo, qui d'ailleurs est sur le projet, ce côté dans des manières très différentes, mais d'être assez imprévisible en fait. Complètement imprévisible. Et là, franchement, je suis assez surprise, parce que je pensais que... Théa, je me disais peut-être que c'est pas une blague, mais ça va peut-être être je viens, je vous troll, je fais mon petit truc et je disparais et j'en ai un peu rien à foutre. Et là, non, il s'impose dans un truc sérieux, et je pense qu'il est en train de prendre une place qui peut être importante. Moi, j'ai pris une claque en tout cas, et je suis très contente de voir que tous les retours sont aussi euphoriques que moi. C'est un moment de plaisir que je suis en train de vivre et qu'on vit pas souvent, voilà. Dans toutes les sorties qui arrivent, ça arrive pas tout le temps que je suis aussi convaincue par un truc. Et puis il y a des trucs très variés, il y a un peu de reggaeton, il est surprenant dans ses placements et aussi dans ses choix de prod, on sait pas où il va tomber. Donc voilà. Là, si tu pourrais mettre tout ton livret A sur TH. Franchement, il faut. Il faut. Très bien. Rentre en bourse, moi je mets ma thune dedans. Je sais pas si on dit le nom du projet, je sais plus, mais Hit Rap, donc voilà, qui est disponible. Et j'aime beaucoup aussi les titres de ces morceaux. Bah ouais. C'est toujours intéressant. Raph. Oui. Très rapide. Parler d'un producteur notamment. Je vais faire 2 coups de cœur. Le premier assez rapidement, mais vraiment quelque chose dont je suis content, c'est le retour de Jimmy Finger, grand producteur historique du rap français. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a produit la grande majorité de Quelques gouttes suffisent, le grand classique d'Arsenic, et c'est un mec qui a produit, qui a travaillé avec tout le rap français justement d'il y a 20 ans. Il a placé pour Rof, Booba aussi rappé sur une de ses prods, tout le secteur évidemment, Diams, enfin bref, c'est quelqu'un de très important. Après, il avait été parti dans la musique électronique. Tout à fait, ouais. Il avait complètement interviewé d'ailleurs c'est toi, pour la CDR du son. C'est toi qui a fait, évidemment, c'est toi qui a fait l'interview. Il y avait une très longue et très bonne interview de Jimmy Finger à l'époque sur la BCDR. C'était ma première interview de producteur d'ailleurs sur la BCDR du son. Donc ça a du sens, parce que c'est un peu comment, enfin, il fait partie des gens qui t'ont tout à fait donné cet amour-là, qui font partie de mon ADN musical justement. Et donc je suis content de le voir revenir, parce qu'il avait arrêté pendant un moment, et donc il a sorti Beat It. C'est un 9 titres, donc un EP.
on va dire ça comme ça, et qui est assez éclectique, mais sur lesquels les titres purement rap défoncent. Notamment le premier morceau avec Lino, sur lequel Lino... un morceau avec Lino qui défonce. C'est étrange. Bizarre, hein, voilà. Très surprenant. Il y a un morceau donc avec le plus grand rappeur de l'histoire de France qui est Lino, et un morceau avec le meilleur rappeur de France actuellement qui est Souffrance, évidemment. Voilà. Non mais bon, tu dis des choses qui se défendent, mais bon, tu peux pas... C'est une autre émission là. Une autre émission, exactement. Non, mais voilà, les morceaux comme ça en fait sont chambés, et je suis content de le voir revenir. Autre coup de cœur, autre génération, c'est le rappeur D-Max. Oui. Qui a sorti un disque qui s'appelle À ma place. Donc D-Max, c'est un membre d'un collectif un peu informel avec Ness, Yanis, Lear et tous les producteurs qui bossent avec eux, Poivre Blanc, Brian, Lil Chic, Planaway. Et j'ai beaucoup aimé À ma place parce que autant le EP qu'il avait sorti l'an dernier, qui s'appelait Cap et Capuche, je trouvais ça encore un peu timide. Autant sur À ma place, je trouve ça plus affirmé. Alors il y a des similitudes avec Ness, je trouve, dans la recherche de la droiture et de la discipline. Il y a un peu de ça dans leur rap à tous les deux. Il y a un peu ce côté un peu geek du rap aussi, qui peut donner parfois un côté un peu scolaire, mais ils sont plutôt jeunes et c'est normal aussi. Et puis quand on cite comme modèle Wu-Tang ou Biggie, ça va, c'est pas non plus des modèles trop dégueulasses à citer. Mais je trouve que chez lui, il y a quelque chose qui tient presque chez D-Max de la recherche de la détermination, de la sérénité aussi. Du coup, il y a des ambiances qui sont plus, je dirais, méditatives sur pas mal de prods, même s'il y a des trucs qui sont plus enlevés comme Sous l'orage et Cerf-Volant. Et il est peut-être aussi un peu plus personnel que Paulette Ness. Il y a un morceau qui s'appelle Le Show notamment, qui est très chouette. Donc ouais, je suis assez enthousiasmé par ce disque de D-Max À ma place. Très bien, merci beaucoup. Moi, très rapidement, parce qu'on manque un peu de temps, mais je parlais d'un artiste donc j'ai reçu dans le code, c'est Lovni qui a sorti son nouvel album qui s'appelle Mad Love, que j'adore, qui pour moi va sûrement, on verra, être mon album de l'été à moi. C'est un album très ensoleillé. Vraiment, je trouve que c'est... Alors, le premier album le premier projet de Lovni, c'est Une nuit avec un bon gamin, qui est devenu un peu un projet culte pour les gens classique. qui aiment Bon Gamin en tout cas, et qui était très court. Le deuxième, In Love, était sûrement un peu trop fourni, même s'il y avait des morceaux que j'adore, mais ça est dans plein de sens différents. J'ai l'impression que là, c'est ce qu'il expliquait aussi en interview, il est un peu à un nouveau point de sa vie, il est à Bruxelles maintenant, il a retrouvé un autre équilibre, etc. Il a l'air plus focus lui aussi, plus sharp peut-être, comme on parlait de Caballero. Et donc c'est un projet qui est très cohérent, vraiment entre... UGK et la Californie, donc, et ce sont des choses qu'il assume à fond, donc c'est aussi un auditeur très très pointu de rap américain, et donc tu sens qu'il a vraiment recraché ça, je pense, de la meilleure des manières, avec notamment un producteur qui s'appelle Daiko, que je ne connaissais pas en réalité, et qui est son double sur l'album, donc c'est vraiment lui qui crée un peu toute cette ADN musicale, c'est archi bien produit, super ensoleillé, et on retrouve aussi pas mal de fois un rappeur que je découvre là, qui s'appelle Big Jeff, qui a l'air d'être devenu un peu le nouvel acolyte de Lovni, et ça marche trop bien entre eux. Et il ramène aussi Ichon, et il ramène le Ichon de Mon Gamin qui dit globalement des gros mots, et ça fait du bien aussi. Super feat avec Chrissy aussi, bref, avec Jisoo et Vorachi. C'est un super projet, super bien, cohérent, bien produit et bien rappé quand on aime le style de Lovni, qui me rappelle dans un registre très différent, un peu, parce que tu l'as cité dans l'émission, ALPHA, dans un registre c'est des rappeurs qui sont moins impressionnants, mais qui rappent bien, qui ont du style, qui ont de l'attitude. Et moi, j'ai énormément écouté ALPHA, et j'ai énormément adoré le rappeur, et j'ai trouvé excellent. Et je trouve que Lovni, il a ce truc de style, de bagou, et c'est cool quand il rappe. Voilà, donc je voulais parler de Lovni, de ce superbe projet qui s'appelle Mad Love, et j'espère que plein de gens vont l'écouter et découvrir Lovni, c'est pas encore fait. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à tout le monde. C'était un plaisir, merci à tout le monde, et on se retrouve dans 2 semaines pour la dernière émission de la saison. Waouh.